Félicitations donc à ces 35 jeunes talents de moins de 35 ans et qui portent l'innovation durable, cette transformation durable, cet impact positif dans les entreprises. Et m'ont rejoint sur ce plateau ce matin 2 d'entre eux. On va d'ailleurs pouvoir vous présenter 5 de ces talents ce matin. Alors Sophie Sabos, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du numérique responsable de la SNCF. Qu'est-ce que ça veut dire, le numérique responsable à la SNCF ? Alors, le numérique responsable, c'est en gros intégrer les considérations environnementales et sociétales du numérique à nos prises de décision. On voit qu'il y a quand même une digitalisation de nos services, de tous nos métiers. Et si on veut qu'il y ait un effort sur la stratégie carbone globale du groupe, on est obligé de tous faire notre part. Et donc, le numérique aussi doit agir et considérer son impact CO2, notamment. Alors, je crois que justement, vous avez porté le premier bilan au niveau du groupe sur ce numérique responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, le premier bilan, il était déjà pour se dire quel était notre impact en grand. On sait que dans la mobilité, le transport, le fait de faire fonctionner des trains, le numérique n'allait pas arriver en premier dans ce bilan. Cependant, si on voulait avoir des actions véritablement durables et efficaces, il fallait qu'on trouve où étaient nos leviers. Donc ce bilan, il a été réalisé, on a nos premiers chiffres et on sait aussi sur quoi on peut agir. Et sachant que voilà, on est 5 SA maintenant, c'est un groupe qui est assez important et on a pas mal de choses à faire dans les années à venir. Et donc agir concrètement, est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à nous partager ? Oui, bien sûr. Alors je pense que le plus gros poste, et sans surprise quand on connaît un peu le numérique et ses impacts, ça va être les terminaux. Nous, SNCF, c'est 100 000 PC, c'est 150 000 écrans, 200 000 téléphones et tablettes. Donc comment on fait pour amoindrir, avoir la juste dotation, avoir la meilleure dotation aussi, et le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un gros travail sur toute la partie dotation. Et ensuite, on a l'hébergement. Et l'hébergement, ça se travaille en interne et aussi avec tous nos partenaires. Gros challenge donc, félicitations en tout cas pour ce projet qui est porté et soutenu dans l'entreprise. Merci beaucoup. Pierre-Olivier Chacun, bonjour. Bonjour. Donc vous portez le projet Fresque du climat chez EDF. C'est ça. Donc la fresque du climat, c'est un outil d'intelligence collective créé par un monsieur qui s'appelle Cédric Ringenbach, que je vois sur le plateau, donc il en parlera mieux que moi, qui sert à sensibiliser et à diffuser le savoir et la connaissance scientifique sur les enjeux énergie-climat pour derrière avoir du débat et de la transformation, notamment dans l'entreprise. Alors, comment on diffuse ce savoir, justement ? Donc c'est un jeu basé sur l'intelligence collective. Donc c'est 42 cartes que les gens doivent remettre en place, qui permet de relier des causes aux conséquences, les différents phénomènes du changement climatique. Donc ça, c'est pour la partie jeu. Et comment on diffuse ça dans l'entreprise ? C'est à travers des sessions qui ont lieu tous les jours, animées par nos 400 animateurs internes aujourd'hui.
Avec une ambition, j'imagine, de toucher l'ensemble des collaborateurs du groupe. Oui, l'ambition, c'est bien de toucher les 165 000 salariés. Donc ça va assez vite. À l'époque où j'ai rempli le questionnaire, on était à 4 500. Aujourd'hui, on est à 6 000. Donc ça va très vite. On double à peu près tous les 3 mois. Bon, l'objectif, c'est de former tout le monde à quelle date ? Fin 2022. Bon, on se donne rendez-vous fin 2022 alors. Oui. On checkera ça pour s'assurer que ça a bien été mis en place. Comment est-ce qu'on parle finalement d'impact durable, de transformation durable, quand on parle de production d'électricité et finalement, aujourd'hui, les impacts moins durables que ça peut avoir, comment est-ce qu'on arrive à compiler tout ça ? Pour l'industrie de l'électricité dans le monde, ça reste un gros poste d'émission. C'est 30% des émissions à cause du charbon notamment. Alors il se trouve qu'en France, on a un mix électrique bas carbone grâce aux énergies renouvelables, hydrauliques et au nucléaire. Donc en fait, on est à la fois une partie du problème, clairement. Donc ça, il faut l'avouer. Et on est aussi une partie de la solution parce qu'en remplaçant des usages carbonés par une utilisation de l'électricité bas carbone, on permet de décarboner des modèles d'affaires et des process. Le poste que vous occupez aujourd'hui, c'est un poste qui a été créé... c'est un nouveau poste, ça a été une évidence, comment ça se passe ? C'est un poste de chef de projet, donc par définition c'est temporaire, puisque c'est censé finir en fin 2022, et pour le coup oui c'est une vraie création de poste. EDF a mis les moyens pour déployer la fraise du climat à tous ses salariés, comme l'a répété le président le mois dernier. Donc qu'est-ce que c'est la prochaine étape, puisque c'est jusqu'à fin 2022 ? Vous avez déjà défini un petit peu les ambitions d'après ? L'ambition qu'on a, la prochaine grosse étape, c'est le 17 juin. On organise les 24 heures de la fresque. Donc on va faire des fresques pendant 24 heures en sautant de fuseau horaire en fuseau horaire parce que EDF est un groupe mondial, avec un petit slogan qui est aujourd'hui le soleil ne se couche pas sur la fresque à EDF. Très ambitieux aussi. Félicitations également. Merci à tous les deux pour votre témoignage inspirant, important, parce qu'effectivement, ce sont des projets qui sont stratégiques pour les entreprises. On en parlait tout à l'heure. Ça vient impacter directement le modèle économique. Donc, merci à tous les deux. Et puis, je vais accueillir maintenant sur scène le témoignage de Pierre Arlot, qui va me rejoindre et qui est directeur de l'impact et de l'innovation sociale chez le groupe ID Kids. Bonjour. Bonjour Pam. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'impact et l'innovation sociale dans le groupe ? Alors, je peux donner une définition d'abord un petit peu globale, qui est probablement quelque chose qu'on a entendu aujourd'hui, qui consiste à dire qu'avant, on avait une dimension de la RSE qui était doing less bad, faire les choses un peu moins pires qu'est-ce qu'elles pouvaient être. Et l'impact social, c'est doing more good. Donc, c'est vraiment optimiser, maximiser tout ce qu'on produit comme produit ou service dans leur impact social. Voilà. Et donc concrètement, aujourd'hui, c'est ce dont je m'occupe au sein de cette entreprise familiale qui est une ETI basée dans le Nord. Et donc on essaye de pousser justement notre impact dans tout ce qu'on fait au quotidien. Effectivement, le secteur, l'industrie de la mode, fashion au sens large, est quand même très challengé sur cet impact environnemental, que ce soit dans les modes de production, de conception, de livraison, même de commercialisation d'ailleurs. Quelle est un petit peu, vous, votre vision par rapport à ça ? Oui, c'est une excellente question. Notre vision, elle est à deux niveaux. On est un groupe qui est d'abord un groupe thématique. Nous, on est basé sur la question de l'enfant. Donc, on a effectivement du textile, mais on a aussi des jouets, des services, des médias. Donc, on est vraiment multisectoriel. Et donc, la problématique se pose de manière globale. Et on se pose la problématique ensuite d'une deuxième approche, qui est de dire il y a un enjeu qui est l'enjeu environnemental et il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu humain. Et donc, l'éducation des enfants. Donc, la question qu'on se pose, elle est sur à la fois qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée aux enfants pour leur éducation et qu'est-ce que ça coûte éventuellement à la planète. Donc aujourd'hui, nous, les transformations sur lesquelles on travaille, elles sont évidemment sur la nature des produits, c'est-à-dire les gisements qu'on utilise pour la réalisation, la confection de nos produits, la confection même de ces produits. Aujourd'hui, on produit de plus en plus de collections sous format de ce qu'on appelle des business sociaux, donc c'est-à-dire que ça permet aux personnes qui sont impliquées dans la production d'avoir un bénéfice social plus grand. On a de l'innovation technologique qui permet de... aujourd'hui, par exemple, on a un brevet avec le Centre européen du textile industriel qui fait qu'on va déchiqueter, entre guillemets, des textiles qui ne sont plus utilisés pour reproduire des textiles à partir de ça. Donc la consommation textile d'intrants est quasi nulle. Elle n'est pas nulle, mais elle est presque. Donc voilà, on développe tout ça jusqu'à effectivement la distribution et donc là réfléchir aux nouveaux modes de consommation. Voilà.
avec, j'imagine aussi pareil, des dates un peu stratégiques et butoirs pour cette transformation. Comment vous voyez ça en termes de roadmap? Quelles sont un peu les grandes étapes? Alors, le groupe, cette année, fête ses 25 ans, donc on est un petit peu jeune, mais ce qu'on se dit, c'est que dans tous les cas, dans 10 ans, notre industrie les industries dans lesquelles nous sommes auront profondément changé. Donc voilà, aujourd'hui, dans les grandes étapes dans lesquelles nous sommes, c'est la réalité, c'est de faire changer profondément nos métiers. Pour ça, on s'inscrit dans une démarche d'entreprise à raison d'être, d'entreprise à mission. Donc ça, c'est du court terme. Ouais. Et puis, à long terme, c'est arriver à embarquer l'ensemble de nos filiales et des pays qui constituent notre réseau. Nous sommes présents dans 70 pays avec la même qualité d'engagement. Aujourd'hui, on voit que le niveau d'engagement en Europe est parfois différent de celui qu'on peut mesurer sur d'autres continents. Et donc, on a un enjeu à faire de l'engagement social, pas que pour ceux qui y croient ou que ceux qui sont à côté de nous, mais vraiment partout on est présent. Et ça, c'est vraiment notre enjeu à court moyen terme. Et peut-être une petite question plus personnelle. Comment est-ce qu'on arrive à être directeur justement de l'impact et de l'innovation sociale? Quel est un peu votre parcours? Par hasard, j'ai beaucoup bossé en ONG sur le terrain pendant des années, puis après en institution publique. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est la confiance que me donnent les dirigeants du groupe pour justement faire le pont entre ce qui pouvait apparaître séparé, l'innovation industrielle, l'innovation technologique, la RSE, et finalement raccrocher tous ces éléments à la vision du groupe, qui est d'être au service de l'enfant, du monde, qui est là pour l'enfant qui grandit. Donc voilà, c'est essentiellement une question de confiance. Mais c'est donc pas complètement par hasard, il y a quand même un historique derrière et des engagements que vous avez portés à travers d'autres expériences. Exactement, et de l'engagement auprès de la société civile. Je porte par ailleurs un fonds d'investissement éthique. D'accord. Et donc effectivement, ça pose aussi la manière pour les entreprises dans laquelle elles investissent leur trésorerie, comment elles font grandir leur écosystème avec elles. Et donc toute la question des parties prenantes, qui est la question qui revient très régulièrement aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage et félicitations également pour faire partie du Hub 35. On espère en tout cas que ça vous permettra plus largement de pouvoir échanger tout au long de l'année avec d'autres talents qui portent cette transformation dans les entreprises. Merci Paul. On est connecté en direct avec deux autres talents. Alors avec Jérôme. Bonjour. Jérôme. Donc chef de projet numérique d'Enedis. Et avec Camille Richard, responsable RSE chez Back Market. Bonjour Camille. Bonjour. Félicitations également à tous les deux. On est en tout cas ravis que vous fassiez partie de cette promotion. Vos deux entreprises respectives ont des engagements assez forts. Je vais peut-être commencer par vous Camille, puisqu'effectivement Back Market... finalement cet impact positif et durable est dans l'ADN de l'entreprise, et c'est des messages que vous portez, non seulement que vous incarnez, que vous portez, mais aussi qui sont vraiment au cœur de l'entreprise. Est-ce que peut-être vous pouvez également revenir un petit peu sur votre parcours en dehors de Back Market de manière plus personnelle pour qu'on comprenne le cheminement? Oui, bien sûr. Moi, je travaille sur les sujets environnementaux depuis presque 10 ans. J'ai travaillé à la direction du développement durable chez Suez pendant plusieurs années. Et moi, on va dire ce qui me porte et ce qui me motive, c'est la conviction que l'économie circulaire, c'est le meilleur business model qui soit, et qu'il faut pas opposer profitabilité économique et développement durable. Donc j'essaie de prouver ça tous les jours dans mon métier. Et je crois d'ailleurs, pour ça, vous avez réalisé un premier bilan carbone aussi pour l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en quoi ça a consisté et finalement, quelles conclusions vous en avez tirées? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que Back Market, donc comme vous le disiez, est quand même, et c'est très ancré dans son ADN et sa raison d'être, l'économie circulaire, le développement durable. Mais bon, on a fait notre premier bilan carbone parce qu'on est bien conscient aussi qu'on n'est pas parfait, qu'on a un impact. Et donc, on a cherché à intégrer tous ces impacts dans notre stratégie carbone, et même les plus indirects. Donc, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, le résultat, c'est un plan d'action qui est ambitieux et qui prend en compte tous les aspects de nos chaînes de valeur et nos partenaires.
Effectivement, c'est pas évident d'avoir une vision assez forte sur ces sujets-là et en même temps de pouvoir l'incarner complètement sur tous les leviers. Ça prend du temps. On l'a évoqué un petit peu. Quelle est peut-être la prochaine étape pour Back Market ou quelle est la prochaine initiative qui va permettre justement d'avoir un meilleur impact ou en tout cas de continuer sur ce chemin-là? Alors, on a plusieurs projets en cours qui vont déboucher dans les prochains mois. Chez Back Market, donc on est en train de travailler une évaluation ESG des vendeurs sur la plateforme. Donc c'est aussi un gros chantier. Et ensuite, on a aussi on travaille avec l'ADEME sur une étude qui permettrait de mesurer l'impact du reconditionnement sur l'environnement et de pouvoir faire une vraie analyse de cycle de vie par rapport au neuf. Donc c'est des gros sujets sur lesquels on travaille en ce moment et dont on est très fiers aussi et on a très hâte de voir le résultat. Nous aussi, j'espère que vous pourrez venir nous le présenter justement pour voir comment concrètement tous ces projets avancent. Merci beaucoup Camille. Jérôme, donc vous êtes chef de projet numérique chez Enedis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et justement, c'est de développer des projets au service de la transition écologique au quotidien et justement des projets qui peuvent naître en région et après les déployer sur tout le territoire français. Alors, je crois que vous avez porté justement un nouveau service à destination des collectivités. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça ? Oui, alors en fait, au quotidien, justement, on déploie du nouveau service pour les collectivités. Moi, j'ai pu développer un nouveau service autour de Linky. Linky, c'est une brique qui est déployée aujourd'hui sur plus de 30 millions pour 30 millions de clients. Oui. Ça a permis de former des personnes qui sont déjà éloignées du marché de l'emploi. Aujourd'hui, aussi, les Français peuvent prendre conscience de leur consommation et aussi réduire leur facture. Et aussi consommer localement. Donc, on a déployé des projets en fait de communauté d'énergie en région où chaque foyer en fait peut produire l'électricité et la partager avec ses voisins. Donc, on a pu déployer des premières communautés locales d'énergie grâce à cette brique technologique. Et comment justement ce type de projet se déploie, notamment au niveau local ? Quels ont été un peu les enjeux clés de ce déploiement ? Les enjeux clés déjà, c'est déjà l'ancrage dans les territoires en fait. L'idée c'est de capter les besoins auprès des collectivités, de les instruire en fait, et après de pouvoir justement répondre à ces besoins de manière intelligente. Alors certes, on parle de Linky sur les comités d'énergie, sur la maîtrise de l'énergie aussi, mais ça permet aussi d'accompagner ces collectivités sur leurs projets de mobilité décarbonée, donc de l'installation de bornes de recharge en fait. Au bon endroit, au bon moment en fait, et donc vraiment en captant les besoins des collectivités, ça permet d'adopter des solutions en partenariat, en gagnant-gagnant avec les différents territoires. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci en tout cas à nos 5 Up 35, donc Sophie, Pierre-Olivier, Camille, Pierre et Jérôme, pour avoir partagé un petit peu leur parcours, leur vision, leurs enjeux. Et puis bien sûr à tous les autres lauréats en tout cas de cette promotion. Donc à ces 35 talents que vous pouvez retrouver directement sur la page qu'on va vous partager d'ailleurs en direct dans le chat. Vous pourrez revoir tous les profils. N'hésitez pas, je me permets de le préciser, de prendre contact avec eux éventuellement si vous avez des questions ou si vous êtes dans le même cas de figure qu'eux, à la fois sur des métiers similaires ou en tout cas dans des industries similaires, puisque le partage pour ce type de projet est quand même très important. Tout le monde avance un petit peu à vue, donc voilà, les échanges sont importants, le partage également. Merci à tous et encore félicitations, et puis on se donne rendez-vous à 14h pour la reprise des conférences. Très bonne pause déjeuner et à très vite.